Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. Aujourd'hui, c'est le dernier numéro de cette année 2020 sur TV78. Nous nous sommes mis sur notre 31 à cette occasion, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, pour parler de l'actualité sportive locale yvelinoise. Nos chroniqueurs sont avec nous en plateau via écran interposé pour décortiquer cette actualité à présentation. Il fait son grand retour en plateau aujourd'hui dans cette émission. C'est une légende, on ne le présente plus. Il fait partie de l'histoire de ce talk. Il a de nombreux fans dans le département et à travers le monde. Jean Missex, entraîneur de rugby de plaisir, est avec nous. Bonjour à tous. Comment allez-vous, Jean ? Très bien. Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu en plateau. Et ça fait plaisir de revenir en plateau. Franchement, ça fait plaisir de revenir ici. C'est bien. Le plaisir est partagé. En pleine forme et voilà. Prêt à débattre. D'accord, vous avez bien révisé comme d'habitude. Impeccable. Bon, c'est un peu moins peut-être, on verra ça. On passe de l'autre côté, musique. Vous reconnaissez sa musique, il est de nouveau présent sur ce plateau. Il est journaliste chez TV78, c'est une encyclopédie vivante sur le sport yvelinois, mais c'est également notre Italian lover. Son surnom dans cette émission, la star de ce talk, le très élégant Grégory Canalé est avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment allez-vous Grégory ? Écoutez, très bien, même si le sport continue de nous émouvoir et les sportifs continuent de disparaître cette saison. On parlait la dernière fois de Kobe Bryant, de Maradona, de Christophe Dominici. Il y a aussi Paolo Rossi qui évoque beaucoup de souvenirs de mon enfance, mon grand-père. Cette année 2020 en tout cas. Tout à fait. J'ai pas été contemporain de ses exploits en 82 lors de la Coupe du Monde 82, mais mon grand-père m'en a parlé énormément de Paolo Rossi. Je me rappelle des coupures de presse dans son garage, donc c'est avec émotion, et aussi la disparition de Monsieur Gérard Rouillet. Une nouvelle page en tout cas du sport qui se tourne malheureusement. C'est ça. Une triste année 2020. Triste année 2020, mais bon, on va parler de sport quand même. On va essayer de redonner le sourire aux Yvelinois. On va essayer. Alors nous serons donc 3 en plateau, les autres sont avec nous via écran interposé à cause du contexte sanitaire, je le disais précédemment. Musique, on le surnomme dans cette émission le capitaine, il est champion du monde sur piste Masters, il est licencié au club de Vélizy 78, il adore parler mais il va laisser un peu la parole aux autres dans cette émission. Le capitaine Yann Dujarrier est avec nous. Yann Dujarrier, comment allez-vous ? Super, on voit le bout du tunnel là, ça y est, les fêtes de fin d'année arrivent, on va pouvoir rapidement attaquer janvier et pouvoir reprendre peut-être des activités en groupe. On espère en tout cas. On espère. Vous allez laisser la parole aux autres un petit peu ? Alors pour la voile, normalement je prends tout, puisqu'ils n'ont rien bossé, et moi j'ai bossé au taquet. Après pour le reste, oui, les sports annexes, je veux bien leur laisser. Ok, on verra ça, mais il n'y a pas de sport annexe, je tiens à le préciser. Lui aussi est connecté via écran interposé. Musique, il nous vient tout droit de Versailles. C'est un véritable gladiateur. Il adore combattre dans l'arène avec ses arguments. Vous l'adorez, il adore les Yvelines. Pierre Chevalier est avec nous dans cette émission du Rugby Club de Versailles. Ou devrais-je dire le Père Noël, Pierre Chevalier. J'ai envie de vous dire les amis. Forme et bonheur et joyeux Noël à tous. C'est pas trop une tenue de gladiateur, hein. C'est de gladiateur du froid, un petit peu scandinave, qui a croqué la peau de bête contre une petite tunique rouge. En tout cas, je vois que tout le monde a joué le jeu, ça fait plaisir. Alors avant de passer au programme de l'émission, un mot de voile. Comme vous le savez, un Yvelinois participe au Vendée Globe 2020. Louis Burton, originaire de Rambouillet, le skipper du 78, est actuellement vers l'Australie. Après plus d'un mois de course à bord de son Bureau Vallée 2, il est pour l'instant dans le top 10 du classement général. Mais attention, il perd du terrain. Il nous explique tout cela dans cette vidéo. Bienvenue sur Bureau Vallée. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai été dans cette zone où il n'y a pas de vent, parce que c'est pas dans mes habitudes, et ben en fait c'est parce que j'avais besoin de répondre à une problématique qu'on m'a posée. Comment tu fais si tu déchires des voiles? Donc voilà à quoi ressemble un atelier voilerie sur l'IMOCA Bureau Vallée pendant le Vendée Globe. Ça fait des grosses rustines. Voilà. Et comme il y a tout le temps trop de vent, trop de mer, que dans le bateau c'est humide, le seul moyen c'était de venir dans cette zone sans vent, où j'ai plein d'oiseaux, des albatros autour de moi. C'est assez magnifique de ce point de vue là. Je ronge mon frein parce que
Parce que forcément ça me fait perdre du terrain, mais j'ai déjà pu réparer presque complètement ma grand voile. Jean, une petite réaction? Oui, une petite réaction. Ben, il a pris le chemin de mise, quoi, on va dire. Bon, parce qu'il dit qu'il y a moins de vent, mais Pour réparer sa voile. il avait besoin de réparer. Bon, mais voilà, ce sont les aléas, les aléas de la course, hein, et elle est loin d'être terminée. Juste, j'en profite, un petit message au petit Mathis, qui a 5 ans, et qui suit le Vendée Globe, imaginez-vous quand même. Comme quoi ça touche toutes les générations. Hein. Comme quoi, toutes les générations sont touchées par cet événement national. D'accord. Petit Mathis qui vient des Yvelines ou pas du tout? Non. Il n'est pas loin. Il est juste à côté. D'accord, ok. Dans l'Essonne? Non, pas du tout. D'accord, ok. Val-de-Marne. Val-de-Marne. Alors, il est 8e pour l'instant du classement général. Grégory, est-ce que c'est quand même une belle performance malgré tout? On le voit qu'il a quelques petits soucis quand même. Alors, quelques petits soucis. On rappelle que son objectif, il avait terminé 7e lors de sa dernière participation. C'est de terminer une place au-dessus, donc au moins d'être dans le top 6. Ils ont franchi, les skippers, les 50% de course. Ils sont désormais, on va dire, dans la deuxième partie de ce Vendée Globe, donc il reste aussi beaucoup à parcourir. 8e place pour lui pour le moment. Une petite dégringolade, mais il reste encore fort à faire. Donc moi, je me fais pas plus de soucis que ça. Après, c'est très serré, hein, Pierre Chevalier. Hein, on le voit sur les images. Les autres bateaux sont quand même à proximité. Il les voit. Dans un mouchoir de poche. Pierre Chevalier? Ah, nous avons perdu Pierre Chevalier. Yann, alors du coup? Oui, bien sûr. Je voulais vous donner la parole à la fin, vu que vous êtes notre spécialiste voile, mais bon, les aléas du direct font parfois les choses. Je suis spécialiste de rien du tout, mais je me passionne pour cette course. Voilà. Et en effet, c'est vrai que là, il y a une forte densité dans les 5e à 10e place. On a, alors attendez, j'ai noté tout à l'heure, voilà, ouais, on a 5 concurrents en 50 000 nautiques. Donc c'est vraiment très très faible. Les positions changent très très régulièrement et quasiment tous les jours, hein, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a vu des vidéos où tous se sont filmés les uns les autres, et c'était assez marrant de pouvoir voir, voilà, après 38 jours de course, de voir que les bateaux pouvaient encore être les uns à côté des autres. Et c'est une particularité cette année, puisque j'ai fait un petit comparatif avec l'édition 2016-2017, où à ce moment-là, Louis Burton était 8e aussi au classement général, sauf qu'à ce moment-là, il avait déjà plus de 2000 milles nautiques de retard sur la tête de course. Et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là, de voir cette année cette densité de coureurs et de les voir tous aussi proches les uns des autres, alors que c'était pas du tout le cas les années précédentes. On a vraiment une course qui est passionnante justement du fait de cette densité de bateaux aussi proches les uns des autres après autant de jours de course. Voilà, c'est. Il peut encore gagner ou pas du tout, Yann Dujarrier? Aujourd'hui, si je regarde le classement, il est à 511 000 nautiques de retard. En effet, en fait, il a perdu 511 000 nautiques en moins d'une semaine. C'est-à-dire que quand on s'est quitté il y a 15 jours, il venait de prendre la 2e place. Et dans les jours qu'on suivi, il est remonté jusqu'à moins de 100 000 nautiques. Donc voilà, là aujourd'hui en fait, en un peu plus d'une semaine et sur les derniers jours d'ailleurs, hein, parce que ces problèmes techniques sont apparus en milieu de semaine dernière, et donc il a commencé à les résoudre seulement, enfin il a fini de les résoudre seulement ces derniers jours, et donc voilà, là il a accusé un retard de plus de 500, de près de 400 000 nautiques simplement sur il perdait 100 000 nautiques par jour sur la tête. Donc vu la distance qu'il reste à parcourir, moi ce que j'ai vu, hein, en suivant très très près, son bateau fait partie des bateaux les plus rapides quand il est à 100%. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il va réussir à récupérer un bateau à 100% d'ici la fin de la course? C'est tout. S'il arrive à cela, ben oui, peut-être que, je suis sûr, c'est que s'il arrive à récupérer un bateau à 100%, il va regagner des places, ça c'est clair et net. Remonter jusqu'à la tête, on verra bien, parce qu'il ne faut pas oublier une chose,
c'est qu'Yannick Bestaven, aujourd'hui, a eu la compensation de temps qui lui était impartie pour le sauvetage de PRB, du pilote du marin de PRB. Et donc, il va écoper de 10h15 de compensation de temps. Jean Le Cam, lui, ce sera 16h15. Et Boris Herrmann, qui avait été aussi déplacé, aura 6 heures. Donc ça peut jouer sur la fin de course. Hein. Pardon ? Ça peut jouer sur la fin de course, évidemment. Tout à fait, ça peut jouer sur la fin de course parce que on pense que c'est pas grand-chose, mais avec les moyennes qu'ils ont, qui sont à peu près autour de 30 km/h, ben, quand on a 10 heures à récupérer, c'est quand même plus de 300 km. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une... Ça va être, je pense, moi, un vrai suspense jusqu'à l'arrivée. Et comme on l'avait eu l'année dernière, il y a 4 ans, mais là, il y a 4 ans, ça se jouait simplement entre les 2 premiers du classement. Là, il y a vraiment un noyau de... Ouais, allez, je dirais encore... Là, c'est une flotte. Pierre Chevalier, on vous a pas entendu, du coup, on vous a perdu, on vous retrouve. Ouais, non, je m'étais barré, c'était pour le début de la présentation de Yann. Je fais une petite pause comme ça pour arriver juste à la moitié, c'était très bien. Un petit café, voilà. Je voulais juste ajouter que vu comment les classements changent avec notamment les gratifications pour ces sauvetages en haute mer, tout peut changer dans la deuxième partie de la course et notamment là quand on regarde ce classement-là et ce classement ne serait-ce qu'il y a quelques jours, on a quasiment une modification presque totale sur les 8 premiers. Donc tant qu'il tient et tant qu'il fait ses ateliers de couture, on rappelle à ce moment-là que ce sont vraiment des aventuriers au long cours et qui sont capables de tout faire, en plus d'être cuisiniers, en plus d'être marins et en plus d'être spécialistes de cours d'orientation. Ces marins sont absolument couteau fantastiques. suisse sur ce Vendée Globe, si je comprends bien. Il y aura une part de chance forcément, Jean, dans le parcours de Louis Burton. On voit que là, il n'a pas forcément de chance avec sa voile. Il en faut. Hein. Il y a eu plein de favoris qui ont, par exemple, abandonné. Hein. Samantha Davis, qui n'était pas la favorite, mais qui a abandonné récemment. Alex Thompson, 6 abandons à Grégory. 6 abandons, donc forcément il y a une grande part de chance. Qui pouvaient gagner le Vendée Globe, surtout. Tout à fait. Il y a une énorme part de chance, puisqu'il joue contre la nature. Et la nature, eh bien, on peut pas tout prévoir. La nature, elle est à l'arrivée, c'est elle qui gagne. Donc forcément, il y a une énorme part de chance. Il y a du technique, mais ils sont tous techniques, ce sont tous des professionnels de la mer. Mais forcément, il y a une part de chance qui rentre en jeu. Il y a le bateau forcément qui joue également un petit peu le côté technologique. On est d'accord, mais quand on parle de Louis Burton qui a un bateau qui est capable de gagner le Vendée Globe, forcément, il fait partie des skippers qui sont capables d'aller au bout et de finir, de gagner cette compétition, mais il y a quand même toujours une part de chance. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Grégory, peut-être, pour ses fêtes de fin d'année à Louis Burton ? De rattraper, on va dire, son temps. Alors, c'est vrai, ça a été dit, tout va très vite. De la 4e à la 8e place, tout se joue dans un mouchoir de poche. Il y a le trio de tête qui est un peu plus devant. Je regardais au dernier pointage sur la cartographie, il tente un truc. Louis Burton, il a piqué vers le sud par rapport aux autres skippers. Je ne sais pas si Yann a des infos là-dessus, mais peut-être que c'est une stratégie qui s'avérera payante. Je ne sais pas. Attention, Yann, non, il pique pas trop au sud ? Tous sont très proches de la ligne de zone d'exclusion. C'est vrai qu'au classement en fin de matinée, il avait piqué au sud. La zone d'exclusion, il ne faut pas aller, je le rappelle, il ne faut pas aller trop au sud justement vers la zone arctique. Hein. De toute façon, il y a une zone d'exclusion des glaces sur laquelle il y a une ligne à laquelle ils n'ont pas le droit de franchir. Et on voit tous là, maintenant, Louis Burton avait fait le cap vers le sud quand on était passé pas très loin de l'Amérique du Sud. Et il était descendu un peu plus longtemps que les autres. Là, tout le monde s'est rapproché de la ligne des glaces et tout le monde est à la corde. De toute façon, moi, ce que je me suis noté, c'est il faut encore voir, je pense, faut laisser encore quelques jours, un peu de temps pour voir les places au classement général. Voilà, tout peut encore évoluer et de toute façon, ça va dépendre des cases de chacun, ça va dépendre de plein de choses. À chaque fois qu'ils ont des avaries, parce que les mers sont très cassantes, à chaque fois qu'ils ont des avaries, ils sont obligés d'aller se mettre dans des secteurs comme Louis Burton l'a fait, beaucoup plus calme pour pouvoir réparer. Et après, ils retournent se mettre au charbon. Donc voilà, tout peut encore évoluer. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans le bon wagon pour le moment.
On lui souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes de fin d'année à Louis Burton, aux alentours de l'Australie. Il sera vers l'Australie pendant le 24, normalement, peut-être un petit peu plus loin. On lui souhaite en tout cas le meilleur. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du Paris Saint-Germain. Nous ferons un premier bilan de la saison du PSG. Coup de projecteur également sur les sportifs yvelinois qui ont marqué cette année à 2020. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler de la Coupe de France de football. La décision n'est pas encore prise, mais elle pourrait faire du bruit. Le Premier ministre Jean Castex a avoué à demi-mot qu'il serait très difficile de terminer la Coupe de France de football cette année, une compétition qui s'est stoppée au stade du 6e tour. De son côté, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, assure que les instances vont tout faire pour terminer la compétition. Dans les Yvelines, un seul club est concerné, le club de Conflans, qui doit affronter le club de Vitry à domicile. Les deux équipes évoluent en R1. L'entraîneur de l'équipe, Karl Priso, a réagi. Ce sera un goût d'inachevé, des efforts quelque part faits pour rien, avec une bonne préparation, avec des résultats en championnat qui étaient positifs. Et puis quand on continue l'aventure, c'est que les résultats sont positifs aussi en coupe. Donc voilà, il y a de tout. Il y a de tout, de l'amertume, de la déception, de la frustration. Il réagissait bien sûr à la possible annulation de cette Coupe de France 2020-2021. La question sur cette thématique: la Coupe de France de football doit-elle aller à son terme? Oui ou non? Vous votez. Un grand oui. Grand oui pour Grégory, oui pour Pierre Chevalier, partagé pour Jean. Et pour vous, Yann? Je ne pense pas non plus. D'accord, partagé également. Pourquoi? Tout simplement, Jean, vous êtes partagé. On fait un petit duel peut-être avec Grégory? Oui. Pour votre retour, un petit duel. Partagé pourquoi? Parce que sportivement, bien sûr que ça doit aller au bout, bien sûr qu'elle doit avoir lieu. Mais comme toutes les disciplines qui sont aujourd'hui à l'arrêt et dont les championnats n'existent pas, à part le professionnalisme, mais on parle là du sport amateur. Et là, forcément, comme il y a des clubs amateurs, la Coupe de France rentre dans ce cadre-là. Donc sportivement, bien sûr que ça doit aller au bout. Bien sûr qu'on veut que ça soit fait, puisqu'on est là pour le sport. Mais après, il y a quand même cette pandémie qui est là. On annonce une troisième vague début d'année 2021. Donc forcément, alors on a relâché, on n'est pas là pour parler politique, on va relâcher pour les fêtes, et on annonce une troisième vague 2021. Donc forcément, aujourd'hui, personne ne peut dire quel sport, quelle discipline, quel championnat va pouvoir se dérouler normalement en 2021 par rapport à cette crise de la Covid que l'on traverse depuis maintenant presque un an, quoi. Donc c'est pour ça que je suis mitigé. Sportivement, j'ai envie qu'elle ait lieu, parce que j'ai envie que toutes les disciplines vivent et que tous les championnats soient faits. Mais après, il y a cette pandémie qu'on a au-dessus de la tête. C'est pour ça que j'étais mitigé. Grégory, c'est à vous. Un grand oui. Bon, vous savez que je suis un amoureux de cette compétition. C'est aussi pour joueur Josas, en tout cas, n'était pas qualifié pour ce tour de Coupe de France. On a été éliminé dès le tour de cadrage. On sait même avant le premier tour. Non, mais simplement pour dire, on l'aime cette compétition. C'est la seule qui permet à des petits clubs amateurs d'aller se frotter à plus grand qu'eux, voire des clubs professionnels s'ils vont loin dans la compétition. C'est aussi pour vaincre un peu le sort, parce que vous me prêtez de porter malheur au club yvelinois. J'avais fait une chronique où je parlais de voir un petit poussé yvelinois aller loin dans cette compétition. Il y avait 7 clubs, il en reste plus qu'un aujourd'hui. Il y en a toujours un quand même. Mais il y en a toujours un, et force est de constater que Conflans va affronter Vitry. C'est un club qui est au même niveau, au niveau régional, niveau R1, donc ils peuvent aller chercher ce 7e tour. Après, oui, j'entends les arguments sur la crise sanitaire. Les dates vont être très rares à trouver. Je crois qu'il y a 9 dates de calendrier à aller chercher. Ça pose surtout problème pour les clubs professionnels qui, sur la fin de saison, vont encore enchaîner les matchs, notamment en Ligue 1. Donc, il y a effectivement des contraintes au niveau du calendrier, mais pour la beauté du sport, pour la beauté de ce duel amateur-professionnel, il faut que ça aille au bout. Qui a raison, qui a tort? Pierre Chevalier, alors vous étiez plus du côté de Grégory, si je ne me trompe pas. Plutôt du côté de Grégory. On sait que les calendriers vont être le vrai problème de toutes les disciplines, que ce soit chez les amateurs et chez les professionnels aussi d'ailleurs. Mais ce qui me donne une envie de dire oui, c'est le coûte que coûte et le en même temps politique. C'est-à-dire,
Oui, il y a peut-être un manque d'équité sportive, mais en même temps, il faudrait coûte que coûte jouer cette Coupe de France parce que ça sera bon pour le moral, quel qu'il soit. La FFF est en train d'imaginer un système qui serait peut-être un système à 2 tableaux pour faire rentrer les clubs professionnels et les clubs amateurs directement à un niveau de 8e de finale, en gros. Parce que là, actuellement, il reste le 7e et le 8e tour de Coupe de France à jouer avec les clubs de Ligue 2 qui rentreraient au 8e tour. Bon, on sait qu'on ne pourra pas le tenir, cet agenda-là. Donc, imaginez une formule un petit peu hybride avec 2 tableaux, les pros, les amateurs, mais qui donnerait quand même la chance aux clubs amateurs. Si ça permet de voir un peu de football en 2021, malgré une éventuelle 3e vague ou plus, ça serait de toute façon bon pour le moral, bon pour les sportifs qui ne se seraient pas préparés pour rien. Yann Dujarrier. Voilà, le gros problème qu'il y a, c'est que les clubs professionnels continuent, eux sont en plein championnat, voilà, que ce soit des championnats nationaux, des championnats européens pour les très très grosses écuries. Qu'on n'a plus beaucoup de clubs français en Coupe européenne, mais voilà, eux peuvent s'entraîner et avoir des compétitions régulièrement. Et nos pauvres amateurs, eux, ils ont à peine le droit de s'entraîner entre eux, et alors pouvoir faire des matchs, c'est impossible. Et on va leur dire, les gars. Allez-y maintenant, faut aller taper les gros, faut aller au charbon. Non, je trouve que ça va pas être équitable et donc pour alléger le calendrier et pour que tout le monde puisse déjà simplement faire des matchs, que les amateurs jouent entre eux, fassent leur championnat de R1, de R2, de CFA, etc. Que tout le monde puisse jouer déjà et finir ces championnats pour avoir des montées et des descentes en fin de saison. Et puis la Coupe de France, cette année, on n'aura pas de vainqueur de la Coupe de France. Et puis, après, ça serait inédit, Yann Dujarrier. En 104 ans d'existence, la Coupe de France n'a jamais été annulée. Même pendant la Seconde Guerre. Même pendant la Seconde Guerre mondiale. On a joué à la Coupe de France. N'avait jamais eu lieu au mois de septembre non plus. Voilà. Et Roland Garros non plus. Bon, voilà. Il y a eu des premières et avec cette crise sanitaire, c'est les premières. Et les Jeux Olympiques auront lieu la première fois lors d'une année impaire. Voilà. Et bien, ça arrivera aussi. Il faudra s'en souvenir parce que ce seront des questions que l'on pourra poser dans les quiz de manière générale, les questions. Mais qui a gagné les Jeux Olympiques, qui a gagné les 100 mètres des Jeux Olympiques en 2020? Personne, voilà. Donc voilà, ce sera des jeux et puis c'est tout. Il y a plein de premières, il y aura plein de choses à découvrir, à retenir et à apprendre. On ne compte plus celle-là. Ouais. Et puis voilà. Comment bien? Allez-y. Je dis, on ne les compte plus, ces grandes premières et ces situations inédites, que ce soit dans le sport ou dans l'actualité générale. Je crois qu'on est encore abonné pour quelques mois de situations inédites et de grandes premières, malheureusement. Et ça a l'air quand même plus important quand même, la Coupe de France, peut-être pour les amateurs plutôt que les professionnels. On va écouter justement Carl Priso, l'entraîneur de Conflans. Le fait de côtoyer le haut niveau, ne serait-ce le temps d'un instant, oui, effectivement, ouais. Les objectifs sont différents. Il y en a qui veulent la gagner, nous, on veut aller le plus loin possible en profitant de l'aventure. Grégory, vous confirmez? C'est peut-être plus important pour les petits clubs? Oui, ça, tout à fait. Ouais. C'est d'aller se frotter encore au plus grand, et ce serait une énorme déception pour ces amateurs. Ils sont au 6e tour de la Coupe de France. Ils sont à un tour du 7e, à deux tours, il me semble, de l'entrée des clubs de Ligue 1. Donc on n'est pas loin du haut niveau. Et j'ajoute, on le disait tout à l'heure, même pendant la Seconde Guerre mondiale, on a réussi à jouer la Coupe de France. Alors oui, c'était un autre format. La France était divisée en 3 zones pour cette Coupe de France. Je crois qu'elle a été renommée la Coupe Charles Simon, il me semble, cette Coupe de France. La zone non occupée. C'est ça. Voilà. Donc on a réussi quand même à la jouer. Il y a un exemple dans l'histoire où il n'y a pas eu de vainqueur, c'est 92 après le drame de Furiani qui s'était déroulé pendant les demi-finales d'une Coupe de France justement entre Bastia et l'OM. Là pour le coup, ce n'était pas toute la compétition. C'était pas toute la compétition. On était allé jusqu'au dernier carré, ouais, effectivement. Et ça serait peut-être plus simple pour les amateurs de jouer. On parle de play-off, de play-down, un petit peu ce qui devrait peut-être se faire en rugby, Jean, c'est à peu près ça?
Oui, mais encore une fois, ce sont des prévisions. C'est ça, le truc, c'est que personne aujourd'hui ne sait ce qui va se passer ce début d'année 2021. Donc tout le monde fait des prévisions de calendrier. Il faut faire une esquisse. Tout à fait. Tout le monde l'a fait dans le rugby, puisque nous, c'est le rugby. Dans le rugby, ils ont prévu un calendrier, mais c'est prévisionnel. Tout ça, c'est du prévisionnel. Donc nous, en tant que sportifs, on espère que tout va être fait, qu'on arrive à rouvrir toutes les portes et qu'on fasse tous les championnats. Mais il y aura toujours ce mais. Voilà. On ne sait pas, malheureusement, si ça pourra se faire. Alors, pour être tout à fait complet sur cette Coupe de France, côté femmes, 2 clubs sont également encore en course. HR Club de D1 doit affronter Poissy en Coupe de France, un derby qu'on espère voir également un jour. Alors, on va passer maintenant à une nouvelle thématique, mais on continue à parler football et plus précisément du Paris Saint-Germain, dont le centre d'entraînement est dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye et qui déménagera bientôt à Poissy. Nous allons faire un premier bilan de la saison du PSG. Le club de la capitale est actuellement qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en terminant premier de son groupe devant les Allemands de Leipzig. En championnat, c'est un peu plus compliqué. Le Paris Saint-Germain est 3e malgré son budget quasi sans limite. Le club qui compte Neymar et Mbappé dans ses rangs affiche déjà 4 défaites au compteur. La question sur ce thème, le bilan du PSG est-il positif jusqu'à présent? Oui ou non? Non. Non pour Jean-Miss. Oui pour vous, Yann. Partagé pour vous, Grégory. On fait un petit duel peut-être entre Pierre et Yann. Yann, vous êtes d'accord avec Pierre? Pierre, vous êtes d'accord avec Yann du coup? Non, pas du tout. D'accord. Non, j'ai dit non. Ah, d'accord. Allez. J'ai dit oui pour simplement l'objectif de Paris est simple, c'est de gagner la Ligue des Champions. Ils ont échoué l'année dernière en finale face au Bayern. Et faut pas oublier, et en plus un format qui a fini très très tard. Et donc juste derrière, il a fallu réenchaîner avec le championnat de France. Je vais pas te dire que ça explique les 4 défaites en championnat. Aujourd'hui, ils ont 2 points de retard, je crois, sur le leader. Rien de très très grave. Et encore peut-être même qu'un point d'ailleurs. Un seul, mais il y a des matchs en retard. Voilà. Ils ont 1 point de retard sur le leader et ils auraient 2 points de retard si Marseille gagne ces deux matchs en retard. Donc il y a rien d'alarmant, il y a rien de catastrophique. Maintenant, moi je pense vraiment que ça serait 4 points, je crois, pour l'OM. Mais bon. Comment? Ça serait 4 points, je crois, pour l'OM. 4 points d'avance. Mais bon, c'est pas grave. Ah, mais oui, ils ont perdu. Ouais, pardon, c'est vrai qu'ils ont. Ouais, Paris a perdu contre Lyon ce week-end. Tout à fait. C'était le classement que j'avais vu, c'était avant le match de ce week-end. Mais bon, voilà, 4 points, c'est pas du tout alarmant. Faut savoir que, alors oui, si on prend le classement de l'année dernière, à la même période, ils avaient 8 points d'avance sur le second. Donc ça veut dire que quand la machine se mettra en route, ils sont largement capables de refaire le retard et d'écraser tout le monde. L'objectif pour eux, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et moi, dans les statistiques que j'avais vues, faut pas oublier une chose, quand vous finissez premier de votre poule, vous avez, de mémoire, près de 80% de chances de passer le premier tour. De passer le huitième de finale. Vous recevez au match retour, hein, je précise. Vous recevez votre adversaire au match retour. C'est ça. Vous recevez votre adversaire au match retour et de ce que je me souviens, j'avais regardé, j'avais fait des stats à une époque sur 3-4 saisons et donc quand vous étiez premier de votre poule, vous aviez 80% de chance de passer en quart. Après le PSG avait 99% de chance de passer lors de la remontada de 2017. Ouais. Oui, mais sauf qu'ils joueront au parc. Et de toute façon, cette année, c'est pareil. C'est l'année des grandes premières, on l'a dit. De toute façon, cette année, que vous jouiez à l'extérieur ou vous jouiez à domicile, comme c'est à huis clos, ça ne change rien. C'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de 13e, il n'y a pas de 12e homme, il n'y a pas de 12e homme avec le public. Donc, même si on annonce peut-être un retour dans les stades en janvier avec des curseurs qui seraient peut-être à 50% de remplissage ou inférieur. Enfin voilà. De toute façon, pour moi, ça ne changera rien. Et en plus, voilà, ils auront l'avantage de pouvoir recevoir le Barça. Et la remontada ne sera qu'un. Enfin, franchement, je l'ai envoyé en message direct à un pote quand le tirage a eu lieu. C'est l'année de la revanche. Voilà, c'est vraiment le meilleur moyen. Surtout que le Barça est très très loin d'être en grande forme. Donc, pour l'instant, moi, je pense qu'ils sont dans leur tableau. On va laisser peut-être Pierre Chevalier. On en parlera juste après du Barça. Pierre Chevalier.
Pour vous, c'est non. Je fais juste une petite parenthèse en disant que cet état du PSG actuel est bon pour le suspense de la Ligue 1. Ceci étant dit, d'un point de vue maintenant purement, on va dire purement professionnel du football, je dis non, le bilan n'est pas positif pour l'instant, jusqu'à maintenant sur cette saison, quelle que soit la saison et le contexte, qui est le même pour tout le monde, c'est compte tenu du potentiel et des ambitions du PSG. Je pense qu'actuellement, le problème de Tourelle se pose de plus en plus. Il doit y avoir des querelles de coulisses entre Leonardo et Tourelle, notamment sur l'obtention de résultats probants et notamment particulièrement en Ligue des Champions. A priori, Tourelle a du mal désormais à gérer son vestiaire, à gérer ses stars. Quand on voit l'addition de champions qu'il y a sur le terrain, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a peut-être un problème de remplacement des derniers partis en défense, notamment en défense et au milieu. Je pense à Thiago Silva, mais à force de replacer les uns et les autres derrière, devant, et Tourelle peine à trouver une ossature fixe au milieu et en défense, et que là, désormais, un bilan comme celui-là, en étant bataillé finalement par Lille, par Lyon et par Marseille, c'est bon pour le suspense, mais le bilan ne peut pas être positif. On a certes une finale de Ligue des Champions dans des conditions particulières la saison dernière. Là, il passe ric-rac en poule avec surtout aussi le bilan n'est pas positif en termes de spectacle et en termes de technique. Ce que propose le PSG actuellement est assez triste par rapport au potentiel et par rapport à ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. Le Barça se pointe en 8e de finale. Alors moi, je compléterais ce que disait Yann en disant que c'est peut-être la revanche Chada plutôt que la remontada. Et là, bon, le contexte est bon pour ça. C'est au contraire une très belle occasion qu'ils ont de rendre le bilan positif. Mais actuellement, vu le potentiel, vu le budget, parce qu'il faut en parler, vu les stars qu'il y a sur le terrain, c'est négatif. Par contre, maintenant, ça montre aussi sportivement que une addition de stars ne fait pas une grande équipe. Ou du moins, ça met du temps à aller chercher les résultats. Jean, qui vous a convaincu? Pierre, Yann? Alors moi j'étais de l'avis de Pierre, donc forcément. Vous restez de l'avis de Pierre. Ben, je reste de l'avis de Pierre. C'est pas non, pour moi c'est un bilan négatif. C'est un bilan négatif parce que je vous ai entendu dire le PSG bilan avec des moyens illimités. J'ai entendu Yann qui dit une machine, quand la machine va se mettre en marche. Sauf que alors leur objectif c'est la Coupe d'Europe. Sauf que ça fait plusieurs années que c'est leur objectif, la Coupe d'Europe. D'accord, ils ont fait une finale l'année dernière. Sauf qu'il faut quand même regarder un petit peu la chance qu'ils ont eue sur les tirages, où les gros, entre guillemets, les gros européens se sont affrontés entre eux, et ils ne prenaient pas les grosses puissances du football européen sur les phases finales, les huitièmes, les quarts, même les demi. Je pense quand même qu'ils ont eu on parlait de la part de chance dans la voile tout à l'heure. Je pense quand même que l'année dernière, ils ont eu une part de chance sur les tirages au sort, sur les phases finales. Ça n'enlève pas leur qualité et leur performance sportive et d'être arrivé jusqu'en finale. Après, voilà, le tirage au sort fait partie du jeu. Non, mais voilà, c'est une part de chance. Je dis pas, je sais bien ce que je dis, je souligne, ça n'enlève pas leur performance sportive. Sauf qu'aujourd'hui, le PSG, puisqu'on en parle beaucoup, c'est quand même la machine de guerre. Yann l'a dit, c'est une machine avec budget illimité. Et je pense qu'on attend énormément plus d'eux que simplement dire, on n'a pas de bons résultats en championnat cette année parce qu'on vise la Coupe d'Europe. Mais les autres années aussi visaient la Coupe d'Europe. Sauf qu'ils survolaient le championnat. Ils survolaient. Vous l'avez dit, on l'a dit sur le plateau tout à l'heure, à la même époque, ils avaient 8 points d'avance. Alors on parle de matchs en retard, machin, mais ils survolaient le championnat. Là, ils ont eu des défaites cette saison en championnat qui ne ressemblent pas à la qualité de sportive de l'équipe qu'il y a sur le championnat depuis plusieurs années. Donc pour moi, c'est un bilan négatif. Est-ce que le PSG est habitué à des débuts de saison poussifs, Grégory? Alors, si on prend ce qui est comparable, si on parle de ce qui est comparable, c'est-à-dire depuis l'arrivée des Qataris à la tête du PSG en 2011, qui a fait passer le club de la capitale dans une autre dimension, eh bien la réponse, Mickaël, est non, avec déjà 4 défaites en championnat face à Lens, Marseille, Monaco et Lyon, 2 en Champions League face à Manchester United et Leipzig. Le Paris Saint-Germain compte en décembre autant de défaites, toutes compétitions confondues, que sur l'ensemble de la saison précédente. Alors si on met le curseur sur
sur la Ligue 1 uniquement, 4 défaites en 14 journées, autant que Montpellier qui est 5e, Rennes qui est 8e, Lens qui est 9e. Cela n'était pas arrivé, Mickaël, depuis la saison 2009-2010. QSI n'était pas encore propriétaire du Paris Saint-Germain. Antoine Camboiré était sur le banc du Paris Saint-Germain. C'est une saison qui a été terminée à la 13e place. On imagine mal à un tel scénario cette saison, quand même une 13e place pour les Parisiens. Cela veut dire aussi que ça paraîtrait surprenant. Ça paraîtrait surprenant, mais cela veut dire... C'est ça. Mais cela veut dire aussi que même sur les saisons où le Paris Saint-Germain dernièrement n'a pas été champion, c'est-à-dire la saison 2011-2012 quand c'est Montpellier qui a eu son premier sacre, et aussi la saison 2016-2017 avec le titre de Monaco, et bien le départ en championnat du Paris Saint-Germain était meilleur. Donc même sur des saisons où ils n'ont pas été champions, ils n'ont pas fait pire que cette saison. J'ajoute qu'au Parc des Princes, Paris n'est plus l'équipe imprenable sur ces des dernières années, celles que l'on a connues sur les dernières années, notamment une statistique à vous citer, 8 points perdus en 7 rencontres à domicile cette saison. Alors il y aura ce match contre Barcelone, on en parlait précédemment avec vous Yann. Qui est favori finalement? Donc ce sera le 16 février à Barcelone et le retour le 10 mars au Parc des Princes. Qui est favori? Peut-être Pierre Chevalier. Moi, je dis, là, pour le coup, je dis Paris. Le Barça n'est pas tellement mieux en championnat de Liga actuellement. Ils sont 8e. Donc là, j'ai envie d'y croire, et là, ils ont les mêmes genres de problèmes de vestiaire, avec plutôt là quelques stars un petit peu sur la plutôt fin de carrière, un Messi qui est plus aussi flamboyant. C'est peut-être le moment de la planter, cette revanchada. Yann, vous êtes d'accord? Ouais, complètement d'accord. Tout à fait, complètement d'accord. Moi, pour reparler, pour faire le petit curseur entre Ligue des Champions et championnat, je pense que le fait d'être en retard va leur permettre de rester sous pression jusqu'à la fin. Alors que les autres années, ils avaient tendance à, comme ils avaient gagné le championnat le 15 novembre, on va dire, ou le 15 octobre, c'était difficile pour eux de rester sous pression. Là, cette année, le fait d'avoir ce retard va faire qu'ils vont devoir rester sous pression et donc prêts physiquement jusqu'au bout. Ça peut être vraiment une grosse chance. Et pour moi, en effet, les difficultés du Barça font que cette année, ça devrait pas être une formalité de gagner ce match mi-février et mi-mars. Ça me paraît quand même énorme. Par contre, 14 février, c'est encore 16 février et 10 mars au Parc des Princes. Après la Saint-Valentin. Après la Saint-Valentin, parce que ça fait longtemps qu'ils jouent le jour de la Saint-Valentin, Paris. Mais 10 mars, voilà, ouais, ça fait plus de 3 semaines encore. C'est très très long, je trouve. C'est dommage qu'ils puissent pas enchaîner un petit peu, parce qu'en 3 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Sûrement une histoire de droit télé, Yann Dujarrier. Oui, non, mais on est bien d'accord. Par contre, c'est pareil, petite chose aussi positive, c'est que Neymar vient de faire sa blessure et il va pouvoir se réparer pendant les fêtes de fin d'année avec la coupure hivernale. C'est du bonheur. Apparemment, c'est moins dangereux que ce qu'il prévoyait. Apparemment, il y aura une semaine ou deux d'absence. Grégory, le Barcelone, vous avez pu les voir jouer. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que Paris peut gagner? Alors, je pense que c'est l'année ou jamais pour Paris. Alors, on dit souvent ça du Paris Saint-Germain, mais le contexte est plutôt favorable pour le Paris Saint-Germain. On rappelle qu'au Barça, il y a eu de nombreuses tensions cet été sur le potentiel départ de Messi. Finalement, Messi est resté, des tensions avec son président Bartomeu qui est finalement parti. C'est Bartomeu qui a cédé dans ce duel face à Messi. Une 8e place en Liga. Ils sont à 9 points de la tête, qui est aujourd'hui occupée par la Real Sociedad, et vous l'avez dit, en Ligue des Champions. Je les ai suivis parce que, étant supporter de la Juventus, j'ai regardé les matchs avec attention. Surtout le dernier où la Juventus s'impose 3-0. Moi, j'ai vu dans ce Barça, ça peut peut-être paraître stéréotypé, mais un Messi seul dans un marasme barcelonais pour le moment. Donc je pense que c'est le moment ou jamais. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, le match est en février, peut-être que les scénarios auront totalement évolué. Il faut aussi préciser qu'au Paris Saint-Germain, ça a été dit, le contexte n'est pas non plus favorable, on va dire, à 100%, avec des tensions entre le directeur sportif Leonardo et son entraîneur Thomas Tuchel qui est très critiqué. Et en championnat, ça a été dit, aller chercher cette Ligue des Champions. Je ne suis pas forcément d'accord avec cet objectif. Il ne faut pas oublier que le PSG, cette année, ils peuvent aller chercher un 10e titre en Ligue 1. Il n'y a que Saint-Etienne qui a fait mieux en Ligue 1 et ils sont actuellement à 9 titres avec l'Olympique de Marseille. Donc il y a aussi cet objectif de prendre, on va dire, la première place au niveau du nombre de titres dans l'histoire pour le PSG. Donc la Ligue des Champions reste certes l'objectif principal des Qataris, mais il ne faut pas oublier le championnat. Alors on va passer maintenant à notre page débat.
On continue notre page, on passe à notre page débat. C'est le moment de votre rubrique Grégory. Nous l'avons baptisé l'envolée de Grégory. De quoi allez-vous nous parler ? De l'année 2020 au niveau du sport, bien sûr, comme c'est la dernière émission avant les fêtes. Alors plus particulièrement cette année, cette émission pour les athlètes yvelinois. On va parler de nos athlètes dans ces 12 derniers mois qui ont été marqués certes par la crise sanitaire, l'arrêt des compétitions pour les amateurs, mais aussi pour les professionnels. Certains de nos Yvelinois ont réussi tout de même à se distinguer. Qui est donc le sportif de l'année ? C'est la question que je me suis posée. On parlait de lui tout à l'heure. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé cette petite envolée. Louis Burton, forcément le skipper de Bureau Vallée 2, originaire de Rambouillet, qui a presque attiré toute la lumière sur lui ces dernières semaines. Et pour cause, une 3e participation au Vendée Globe, l'Everest des mers, la compétition reine de la voile, un départ difficile puis un retour canon. Mais les derniers événements évoqués tout à l'heure montrent que rien n'est escompté dans cette course autour du monde pendant 3 mois. Il a parcouru un peu plus de 50% du chemin qui est encore long vers les Sables d'Olonne. Nous verrons à la fin de l'événement, c'est-à-dire début 2020, s'il arrive à accomplir son objectif du top 6. Attendons donc encore un peu. 2020 aussi vu l'éclosion de talents au tennis, notamment avec le jeune Antoine Guibaudot, celui qui s'entraîne au comité des Yvelines de Feucherolles, a participé cette année pour la première fois à Roland-Garros Junior. Sur la terre battue parisienne, l'Yvelinois de 15 ans a atteint le 2e tour après avoir éliminé l'Indien Java et s'est incliné ensuite face au Brésilien Eid, tête de série numéro 14. 2 joueurs, il faut le préciser, plus âgés que lui, qui ont 18 ans. Et en 2019, fin 2019, donc c'était presque 2020, Antoine Guibaudot avait atteint les demi-finales du tournoi des Petits As. C'est une référence mondiale pour la catégorie des moins de 14 ans. Oui, je l'ai vu s'entraîner, il est vraiment très très fort. Il est très en forme. Ce Antoine Guibaudot. Vous l'avez rencontré il y a très peu, Mickaël. Alors l'autre jeune dont on a parlé dans cette émission avec une photo notamment montrant son envergure impressionnante, c'est Victor Wembanyama, basketteur évoluant dans le rôle de pivot à Nanterre. Sa taille à 16 ans seulement, 2,19 m. Cette saison, il est intégré de plus en plus à l'effectif professionnel en championnat et en Eurocoupe, mais il continue d'évoluer aussi dans le même temps avec l'équipe centrale fédérale du centre fédéral, pardon, le central fédéral c'est autre chose, mais voilà, l'équipe du centre fédéral qui évolue en National 1 pour qu'il continue à grandir, parce que c'est important. Victor Wembanyama, sportivement, il doit continuer à grandir en gardant la tête sur les épaules, car il y a de quoi avoir les chevilles qui enflent. Plus grand espoir du basket tricolore, on lui prédit une possible première place à la draft 2023 en NBA. Mais je l'ai déjà dit dans une précédente émission, laissons ces jeunes travailler tranquillement. Alors, avec qui distinguer, si ce n'est un sportif en particulier, une performance collective peut-être ? Alors, ça va faire plaisir à Pierre qui est avec nous, celle du Rugby Club de Versailles. La saison dernière, les championnats ont été arrêtés. Les gens qui n'est pas d'accord forcément. Les gens de la Cité Royale. Le chèque a bien été envoyé à Grégory, Pierre ? Virement cash. C'est ça, je fournis mon rime. La saison dernière, les championnats ont été arrêtés, on le rappelle, mais les joueurs de la Cité Royale ont clôturé l'exercice 2019-2020, une belle 4e place de leur poule en Fédéral 3, alors qu'ils étaient promus. Et l'équipe faisait son retour dans cette division et a bataillé avec les meilleures écuries du championnat. Pas de phase qualificative cependant en raison de l'arrêt du sport, mais il a été proposé au Rugby Club de Versailles de monter en Fédéral 2. Ça a été finalement repoussé par les dirigeants pour continuer de travailler sereinement. Et depuis le début de la saison, les Versaillais collectionnent 5 victoires et 1 défaite en 6 matchs de championnat. Ils sont actuels leaders de leur poule en Fédéral 3. Reste à savoir quand ils pourront reprendre. Nous pouvons citer aussi l'exemple de l'AS Maurepas en football, montée historique en Régional 3 après avoir été sacré champion en avance de Division 1 de district devant Ardricourt. Ils étaient aussi les Morpasiens demi-finalistes de la Coupe des Yvelines qui n'est pas allée à son terme. Cette saison, les Morpasiens n'ont pas souffert jusqu'à l'arrêt du championnat de leur statut de promu en étant 2e à seulement 1 point du leader. L'équipe réserve du Football Club de Versailles, qui est leader de ce championnat de Régional 3. Les Yvelines, décidément, qui sont au top. Mais je souhaitais aussi souligner les résultats d'un autre club. Alors ce n'est pas un sport collectif, mais qu'importe, le Cercle des nageurs de l'Ouest, qui est basé à Saint-Germain-en-Laye, qui a brillé lors des derniers championnats de France avec une pluie de podiums. Citons d'abord Justine Delmas, 15 ans seulement, qui a décroché la médaille d'or sur le 100 mètres brasse senior au championnat de France Grand Bassin. C'était à Saint-Raphaël. La nageuse s'est offert en plus la meilleure performance française des catégories 15, 16, 17 ans, avec ce temps 1 minute, 8 secondes et 83 centièmes. La veille, elle décrochait le titre de vice-championne de France élite sur le 50 mètres brasse. Et que dire d'Alex Portal, 18 ans, engagé lui au championnat de France handisport Petit Bassin à Angers. L'athlète malvoyant qui est déjà vice-champion du monde du 200 mètres y a battu, tenez-vous bien,
4 records du monde, 400 mètres nage libre, 100 mètres nage libre, 100 mètres d'eau, 200 mètres 4 nages. À cela, il faut ajouter 2 records d'Europe, 1 record de France en 100 mètres brasse. Alex a déjà Paris 2024 dans un coin de sa tête. Il sera de la partie aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Reste à savoir quand ils se tiendront. Est-ce que je peux en ajouter un dernier? Un dernier, attention. Très long. Vous êtes dans le temps additionnel. On l'a appris cette semaine, on en discutait en off tout à l'heure avec Pierre-Antoine Rosner, golfeur de 27 ans, qui a été élu meilleur joueur issu du Challenge Tour cette saison. Le Challenge Tour, c'est l'antichambre européenne. Une première saison dans l'élite réussie pour lui, qui s'entraîne au golfe de la Boulie à Versailles. Cette année, ses résultats: 2e à l'Open de Maurice en décembre 2019. Alors ça, c'était à la fin de l'année dernière. 3e à l'Andalusia Masters en Espagne, et vainqueur de son premier tournoi lors du Golf Dubai Championship début décembre. Bref, vous l'avez compris, que du beau monde dans cette année 2020. Qui est le sportif de l'année selon vous? C'est la question que je vous pose. Jean, qui est le sportif de l'année selon vous? Alors je viens d'écouter. Il y en a beaucoup, hein. Oui, non, mais je viens d'écouter avec une grande attention quand même, Grégory. Alors, moi j'ai un petit peu de mal sur les jeunes, parce que ce sont des espoirs. Voilà, donc ce sont des espoirs, c'est bien, ils performent. Donc, Victor Wembanyama, Antoine Thibodeau, pas encore. Ben ouais, mais bon, ils performent chez les jeunes. Voilà, chez les jeunes. Chez les jeunes, voire Victor Wembanyama quand même. On est d'accord. Mais moi j'ai un petit peu de mal parce que ça voilà, je préfère des sportifs accomplis. Je préfère des sportifs accomplis. C'est un choix. C'est un choix, et je l'explique le pourquoi. Et par solidarité vis-à-vis de mon sport et vis-à-vis de certaines personnes, je vais dire le rugby de Versailles. Plutôt la performance collective. Voilà, je préfère la performance collective. Le virement est également bien parti pour Jean, Pierre Chevalier. Un Western Union qui est parti il y a 10 jours. Pierre Merci, Chevalier. Pierrot. Alors vous avez le joker, forcément pour le rugby club de Versailles. Petit joker pour vous. Ah, joker. Joker, vous pouvez pas dire Big Club de Versailles. Ok, je dis ok, pas joker. D'accord. Okay. Il va dire le golf. Je prendrais, comme le souffle Dan, je prendrais dans le cas-là mon joker dans mon petit sport de prédilection avec Antoine, qui est issu d'une grande famille de golfeurs franciliens et yvelinois, notamment au Racing Club de France de la Boulie, qui est dirigé de main de maître par un de mes très bons copains. Et il est donc la révélation du Tour européen cette saison. Il a bien géré sa saison, Antoine Rosner, et notamment avec des étincelles en toute fin de saison au Dubai Championship. Il aurait même pu aller un petit peu plus loin à la race, mais c'est un autre Français, Victor Pérez, qui a bien performé à ce moment-là. Donc là, mon cœur yvelinois de golfeur battra pour Antoine Rosner. Il a une grosse marge de progression? Il a une bonne marge de progression. C'est-à-dire que de toute façon, ça fait déjà quelques temps qu'il est sur le circuit amateur, comme l'était son frère, et ses parents d'ailleurs aussi, qui sont de tout premiers joueurs, des joueurs de tout premier ordre. Et il a maturé, ça fait longtemps qu'il mature, il a été se frotter notamment au golf universitaire américain, et il a effectivement maintenant dans son entourage et dans son environnement technique toutes les chances de bien performer. Donc oui, encore une petite marge de progression, et là il arrive à maturité, notamment au niveau mental et au niveau de son âge et de son expérience. Yann Dujarrier, joker sur la voile, alors bien sûr. Oui, joker pour moi sur la voile. Non, alors moi je vais dire personne. Tout simplement parce que pour moi le sportif illinois de l'année, ça va être la Covid. Et je vais simplement dire ça, Yann Dujarrier. Ce sont les fêtes de fin d'année. Je peux pas dire ça, mais il y a un moment où la réalité nous rattrape de toute façon. Et aujourd'hui, tout le monde n'a pas pu soit finir ses championnats, soit faire ses compétitions. Et donc tout le monde n'a pas pu jouer à armes égales. Et donc, je ne veux pas juger les uns par rapport à d'autres parce que certains n'ont juste pas pu concourir. Et je vais parler de nos sportifs pistards qui n'ont pas eu qui n'ont pas pu avoir de championnat du monde, qui n'ont pas fait une seule Coupe du Monde depuis la rentrée. C'est dur, et il n'y a pas eu les Jeux Olympiques, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu voir, pas pu avoir, et donc
c'est difficile de mettre quelqu'un en avant alors que tout le monde n'a pas pu exercer son sport. C'est votre regard, Yann Dujarrier. Bon. Alors, nous allons passer maintenant à notre dernière thématique. Début décembre avait lieu la présentation du Dakar 2021 et un Yvelinois participerait une nouvelle fois à ce rallye raid. Jean-Pierre Garcin, originaire de Montesson, sera le copilote de Christian Lavieille chez MD Rally Sport après plusieurs années chez Toyota. Ce sera sa 22e participation, la première remontant maintenant à l'édition 1997. L'année dernière, l'Yvelinois de 57 ans avait terminé l'épreuve au 28e rang. Il espère faire aussi bien lors de cette 43e édition qui sera organisée du 3 au 15 janvier dans les dunes d'Arabie Saoudite. On l'écoute. C'est parti pour un tour et en plus on a changé d'équipe, donc un peu plus de motivation avec une belle voiture, donc une belle voiture, une bonne voiture, donc voilà quoi, donc c'est très bien. La question sur ce thème, Jean-Pierre Garcin est-il un aventurier des temps modernes? Oui ou non? Vous votez. Rapidement, c'est bientôt la fin de cette émission. Partagez. Bon, je vois que ça ne réagit pas trop. Jean, pourquoi? Non, mais c'est juste par rapport à l'interview. J'ai pas ressenti dans son interview une grande. 22e participation. Oui, mais enfin, j'ai plus l'impression quand même que bon, hop, on repart faire un petit tour, puis ouais, c'est rigolo, quoi. C'est bien. Il n'y a pas dans son discours vraiment un objectif sportif en disant ben on reprend le départ avec pour objectif. Il n'a pas parlé d'objectif. Donc ça me gêne un petit peu dans le Paris-Dakar, dans une course comme le Paris-Dakar. Après, il n'est plus chez Toyota, il est passé chez MD Rally, donc il ne connaît pas forcément peut-être le potentiel de la voiture. Sans connaître, avec l'état d'esprit fait quand même qu'on prend le départ d'une course telle que le Paris-Dakar, et la moindre des choses, c'est dire mon objectif est 2. Là, à aucun moment, on repart du style, c'est reparti, on va retrouver les copains, les machins, on va faire la Java. C'est presque ça. Dans son discours, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que j'étais un petit peu mitigé. Grégory. On parlait la dernière fois des skippers au Vendée Globe, on parlait aussi des derniers aventuriers, on va dire des temps modernes. Je pense qu'on peut mettre, alors je ne sais pas si on peut les mettre sur le même plan, mais en tout cas c'est de la même veine pour le Paris-Dakar, avec des coureurs, on le sait, qui vont passer plusieurs jours dans le désert. Ils vont, je crois, cette année parcourir plus de 7000 km en Arabie Saoudite. Et on a vu dans les éditions précédentes du Dakar, c'était une compétition très difficile et ça peut être aussi dramatique comme compétition. Donc moi je les mettrais quand même dans cette catégorie-là des aventuriers des temps modernes. Après, c'est quand même plus court que le Vendée Globe, par exemple. Voilà, du 3 au 15 janvier cette année en Arabie Saoudite. Pierre Chevalier? Là où j'étais partagé, c'est que oui, le Dakar est une aventure formidable avec du suspense, du danger et de la technique. Mais ce qui me fait dire qu'ils sont peut-être de moins bons grands aventuriers que, par exemple, les voileux dont on a parlé, les marins dont on a parlé pour le Vendée Globe, c'est que c'est sous assistance. C'est avec assistance. Alors, il y a une caravane qui les tue. Quand on compare les marins qui sont seuls avec leur bateau en plein milieu de la mer, ou ceux qui sont avec leurs écuries et leur assistance en plein milieu du désert, c'est là où je les situe pas au même curseur, même si je salue vraiment les prestations des pilotes du Paris-Dakar. Oui, Yann, il y a peut-être un petit peu moins de danger qu'avant, peut-être sur le Dakar. On va plus au Mali, on va plus dans des pays un peu plus chauds. Non, je plaisante un petit peu, mais pour moi, on est maintenant sur des spéciales qui font 300, 400 km. On est plus, c'est plus le même esprit. On reste dans un seul pays. Et puis on parle plus de Paris. Je pense que le Rallye Dakar a perdu de son âme quand ils ont changé de continent et quand ils ont été obligés à cause de problèmes. Rapidement, Yann Dujarrier, donc c'est une compétition qui existe depuis 1978. Au début, c'était une compétition du coup entre l'Europe et l'Afrique. De 2009 à 2019, c'était en Amérique du Sud, et depuis 2020, du coup, c'est en Arabie Saoudite pour l'instant.
Voilà, c'est le continent Asie, voilà, et je trouve que ouais, ça n'a plus la même saveur, et nous Français, on ne le regarde plus de la même manière, on n'a plus cette même ferveur que l'on pouvait avoir quand le Paris-Dakar partait du château de Versailles le 1er janvier ou le 31 décembre. Voilà, c'était le réveillon qu'on faisait à ce moment-là. Moi, j'en garde des super images et des super souvenirs, quoi. Ouais, c'est bien dommage, et tout ça à cause de situations géopolitiques et des systèmes de guerre qui peuvent avoir lieu dans des pays, et c'est bien malheureux. Le sport ne triomphe pas, malheureusement, le sport ne triomphe pas toujours. Voilà, mais donc voilà, c'est vrai que maintenant on le regarde un petit peu d'un œil beaucoup plus lointain. On n'a plus les mêmes retransmissions, et même si là il y aura toujours du décalage horaire, même si ça va être moins important que quand on était en Amérique du Sud. Voilà, c'est moins agréable à suivre. Voilà. Il a fini du coup 28e, Jean, de la dernière édition. Forcément, il faut qu'il fasse mieux, ou qu'il termine tout simplement le Dakar. C'est pas forcément une compétition qu'on termine facilement. Oui, je pense que pour beaucoup, déjà, c'est terminé qui est important. Après, bon, on sait que c'est inégal aussi, puisqu'il y en a que ce sont des écuries avec des assistances techniques, d'autres qui sont à l'assistance CE. Et voilà, donc les chances ne sont pas les mêmes. Mais pour la plupart, pour des gens comme eux, la plupart, c'est de finir déjà. Et c'est déjà une belle aventure que de finir le Paris-Dakar. Pour l'instant, il ne l'a pas encore gagné en 22 éditions pour l'instant, oui, mais pourquoi pas cette année, on ne sait jamais. Hein. Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait un état d'esprit pour aller gagner, mais bon, je me trompe peut-être. Hein. On ne sait jamais. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, c'est une citation de Cristiano. Ah, une petite cravate musicale pour Jean. Oui, c'est pour la fin, c'est ça. Alors donc, on va terminer par une citation de Cristiano Ronaldo. Votre amour me rend fort, votre haine me rend invincible. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Très belle fête de fin d'année, à bientôt sur TV à 78.